Notre prochain invité, c'est M. Jean-Philippe Brosseau. Il est associé conseil en performance financière chez Raymond Chabot Grant Thornton. M. Brosseau, bon matin. Bonjour, M. Brosseau. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Oui, merci. Vous allez bien. Même ce matin, là, vous allez bien. On essaie tout le temps d'être positif dans la vie. Il n'y a pas juste le budget dans la vie. En général, ça va bien de mon côté. M. Brosseau, c'est... Moi, j'écoutais hier les réseaux nationaux, là, TVA, Radio-Canada, puis j'ai écouté une partie du budget avec M. Girard. On s'attendait à un déficit record. On a eu un déficit record de 11,4 milliards de dollars. On nous dit que ça devrait finir aux alentours de 10,4 milliards. Et là, Oui. on nous annonce un déficit record de 13,6 milliards pour la prochaine année. Et ça, c'est si ça va bien, puis si M. Trump est de bonne humeur. Moi, j'aimerais Exact. vous entendre ce matin, comme comptable. C'est quoi vos commentaires à vous? Vous en pensez quoi? En fait, moi, je suis économiste, je suis pas comptable. Je travaille dans une Excusez-moi. firme comptable, mais je suis Excusez-moi. économiste. Je dirais que c'est un exercice difficile auquel le gouvernement du Québec, je pense, faisait face parce qu'en fait, on vit, comme vous venez de le dire, dans un contexte euh, d'instabilité, d'incertitude économique. Donc, c'est sûr que c'est pas facile dans ce temps-là de faire un budget. Puis il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été prises dans le cadre du budget là, qui sont encore très incertaines, notamment le fameux niveau des droits de douane qui vont être appliqués. Là, on devrait le savoir d'ici une semaine, mais disons que depuis l'entrée en poste du président Trump, on a surtout appris que certaines annonces peuvent durer seulement quelques heures, puis que c'est donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le niveau des droits de douane. Puis tout ça fait en sorte que les hypothèses qui ont été prises dans le budget en termes de croissance des revenus sont incertaines. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a il y a des hypothèses très fortes là, de croissance des dépenses qui sont somme toute faibles là, par rapport à ce qu'on a connu dans les dernières années. Bon, est-ce qu'il faut les tarifs douaniers, là, parce qu'on dit, et j'ai lu quelques commentaires de certains analystes ce matin, M. Girard navigue un petit peu sur le fait que M. Trump, ça pourrait peut-être revenir à 10 là, sur 2 ans. Est-ce que, M. Brosseau, les tarifs douaniers nous affectent à ce point-là? Ben, je dirais que disons, dans le budget, là, il y a certains scénarios, effectivement, le scénario de base, c'est que ça va être à 10 dans le budget, il y a certains scénarios d'analyse de sensibilité, je dirais, là, qui mettent des droits de douane à 25 Puis dans ce cas-là, la croissance au Québec serait nulle. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de secteurs au Québec là, qui seraient impactés. Là, on entend beaucoup parler depuis un mois, là, tout le secteur de l'aluminium, notamment au Saint-Lac-Saint-Jean, puis sur la Côte-Nord. Le secteur aéronautique, plus dans la région de Montréal, le secteur du bois. On sait que le président Trump aussi en a un petit peu contre notre gestion de l'offre dans le secteur du lait. Donc, tu sais, il y a beaucoup de secteurs qui pourraient être impactés de façon directe. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'après, c'est tous les impacts économiques qu'il peut y avoir de façon indirecte. Là. Fait que, une fois qu'on a une compagnie qui se voit mettre un droit de douane, qui se voit moins compétitive dans son exportation aux États-Unis, peut-être qu'elle va diminuer un petit peu sa production. Donc, ça peut avoir des impacts indirects qui vont avoir ultimement des impacts sur toutes les entreprises au Québec puis sur l'économie. Là. C'est sûr que l'économie, les revenus du gouvernement du Québec sont très liés aussi au dynamisme économique ou à la croissance du PIB. Là. Est-ce que, selon vous, c'est un budget électoral, parce que on sait que les élections vont avoir lieu en octobre 2026, là? Est-ce qu'il n'aurait pas pu couper plus que ça? Parce que là, on dit que les contribuables vont payer les gens qui viennent de s'acheter une voiture électrique, parce qu'on sait que la taxe sur l'essence diminue parce qu'il y a plus de voitures électriques. Alors, il faut aller chercher l'argent quelque part. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu couper un petit peu plus puis diminuer le déficit? Parce que là, on voit que c'est jusqu'en 2029-2030, on accumule des déficits. Là. Ouais, puis non seulement ça, mais tu sais aussi, c'est qu'on repousse dans le temps, je pense, des décisions qui vont être difficiles à prendre. Là, tu sais, dans les hypothèses notamment là, de croissance des revenus versus la croissance des dépenses. Donc, on prévoit vraiment une croissance des dépenses qui va être très, très faible par rapport à ce qu'on a eu dans les dernières années. Donc, est-ce que c'est vraiment possible là, de limiter à 2-3 la croissance des dépenses de santé? Alors que dans les dernières années, on a eu des croissances de 3, 4, 5, 6, 7 par année. Là. Donc, il va y avoir un exercice très, très probablement douloureux qui, même au niveau politique, sera pas facile là, de convaincre tout le monde là,
de couper des dépenses dans des secteurs qu'on sait qui sont sensibles à la population. Donc, c'est sûr que le budget contient beaucoup d'éléments qui devront être réglés là, dans 2, 3, 4 ans, notamment des prévisions financières. On prévoit l'équilibre budgétaire, oui, dans 5 ans. Par contre, il y a quand même un 6 milliards qui est mentionné dans le budget qui devrait être trouvé plus tard dans le temps. Donc, on dit qu'on va équilibrer le budget, mais on ne sait pas encore comment. Donc, c'est sûr que il y aura des décisions difficiles. L'année prochaine, on sera quelques mois avant les élections, donc ça sera encore plus intéressant de voir là, justement qu'est-ce que le gouvernement décide de faire dans ce cas-là. M. Legault, l'année passée, avait annoncé une diminution d'impôts. Est-ce que c'était pas périlleux un peu que d'annoncer des réductions d'impôts alors qu'on savait que possiblement Donald Trump devait être élu? Est-ce que c'était pas périlleux que d'arriver avec une baisse d'impôts alors qu'on se ramasse avec un déficit puis une augmentation de la dette? Ouais, ben c'est sûr que les baisses d'impôts, c'est sûr que c'est une question de revenus-dépenses. C'est sûr que si on coupe les revenus, ça va creuser le déficit. Puis, tu sais, je dirais l'autre élément aussi important, c'est que là, on le connaît, la situation fédérale, là, où on a aussi un déficit important depuis plusieurs années. Puis on voit un petit peu aller la campagne électorale fédérale où les deux chefs semblent dire s'entendre, même au niveau des libéraux, là, qu'on veut ramener un équilibre budgétaire assez rapidement au fédéral, là. Donc, le budget québécois tape quand même sur une augmentation des transferts fédéraux. Reste à voir si ça va se matérialiser également. Puis on se rappelle, là, il y a 20 ans de ça, avec l'ère Chrétien-Martin, une des façons d'équilibrer le budget au fédéral, ça avait été de couper des transferts aux provinces. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, là, ça laisse beaucoup d'incertitudes dans les prochaines années, là, au-delà des droits de douane, là, même pour rééquilibrer le budget. L'objectif de rééquilibrer le budget dans les prochaines années on va devoir faire des choix très difficiles au Québec, là. On devrait se ramasser à tout près de 290 milliards de dettes d'ici 5 ans. Et c'est un surplus qu'on doit payer parce qu'il faut la rembourser, il faut payer des intérêts. Est-ce que la balloune qui gonfle tout le temps, est-ce qu'un jour on va être capable de la rapetisser? Parce que moi, j'ai de la misère à voir ce matin le côté optimiste ou le côté positif de tout ça. On s'endette toujours de plus en plus. La même chose, vous l'avez dit, au fédéral. On est rendu avec 1200 milliards de dettes. Est-ce que l'avenir n'est pas noir ou gris, gris foncé? Ben, peut-être pour mettre un petit peu de rose là-dedans, on aime ça aussi regarder de façon relative. Donc, c'est sûr que lorsqu'on compare la dette totale sur notre PIB, dans les dernières années, ça a diminué quand même. Tu sais, ça, faut le donner, là. Donc, même, si notre dette croît plus lentement, en fait, que notre PIB, ça fait en sorte que le ratio dette-PIB va décroître. Et c'est ce qu'on a vu dans les dernières années, là. Donc, on avait des objectifs assez agressifs, là, de réduction du ratio dette-PIB. Là, le gouvernement, dans le budget d'hier, a repoussé encore un petit peu l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, c'est sûr que on a une tendance à repousser un petit peu tout le temps dans le temps là, les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est repousser un peu régler les problèmes plus tard, là. Donc, on est un petit peu là-dedans. Puis, comme vous le dites, on est aussi proche d'une année électorale. Donc, le gouvernement veut se garder certaines munitions, je pense, pour l'année prochaine pour annoncer probablement des bonnes nouvelles aux citoyens québécois, là. Et je suis content que vous parliez du produit intérieur brut parce que M. Girard disait hier que dans les années 90, parce que là, on parle de déficit record, mais il mentionnait que dans les années 90, ça n'avait pas, moi je m'en souviens pas, mais ça n'avait pas été plus facile. Est-ce que, par rapport au fédéral, le produit intérieur brut, parce que M. Girard disait qu'on est quand même dans une bonne situation, êtes-vous d'accord avec ça? Ben, on n'est pas, c'est sûr qu'au niveau, c'est jamais on était dans une situation de surplus budgétaire il y a quelques années avant la COVID, puis on est rendu dans une situation où en termes de dollars, là, on a le plus grand déficit qu'on a eu au Québec de l'histoire. Donc, c'est sûr que c'est pas, faut pas nécessairement se réjouir de tout ça. Par contre, pour relativiser le tout, justement, quand on le compare au PIB, puis effectivement, dans les années 90, au tournant là, des années 90, on a vu une récession, un ralentissement économique au Canada, au Québec aussi, qui avait fait en sorte que les budgets avaient été fortement déficitaires au Canada puis au Québec. Puis effectivement, la dette avait augmenté beaucoup en termes de pourcentage de notre PIB. Je reviens un petit peu à ça, où il y avait des coupes drastiques, là, par exemple, là, au début de l'ère Chrétien-Martin.
pour équilibrer le budget, donc ce qu'il avait fait relativement rapidement. Mais ça, on a vu aussi avec les libéraux au Québec il y a quelques années, la façon de faire, à un moment donné, si on veut équilibrer le budget, on n'a pas le choix de couper. Puis des fois, là, a posteriori, là, il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur la façon que ça a été fait, pas nécessairement sur le besoin qui était réel, mais sur la façon que ça a été fait des fois, là. Donc, on le voit aussi aux États-Unis, la façon de faire de l'administration Trump de couper, là, c'est tout le temps des exercices qui sont très difficiles lorsqu'on veut couper des dépenses publiques, là. Quand on regarde ça globalement, M. Brosseau, pour le contribuable ce matin, ça change quoi? Pour le contribuable, il n'y a pas eu beaucoup, je dirais, d'éléments qui touchent directement le contribuable. Tu sais, il y a eu les propriétaires d'auto électriques ce matin vont se réveiller avec certaines dépenses de plus là, qui étaient exemptées depuis quelques années. Donc, le gouvernement avait mis en place des incitatifs là, pour faire en sorte que les propriétaires d'auto électriques payaient moins de droits ou s'il y avait accès à certains ou traversiers, par exemple, gratuitement. Donc, ça, le gouvernement met fin à ça. Donc, ça va générer un petit peu plus de revenus. Donc, il va y avoir des frais pour les propriétaires d'auto électriques. L'augmentation de la taxe aussi sur les assurances. Donc, on avait une taxe d'assurance qui était plus basse que la taxe de vente du Québec. Donc, il va y avoir un petit ajustement d'environ 1% là, qui va accroître aussi la dépense des ménages québécois. Et puis, il y a aussi quelques crédits d'impôt qui ont été annulés, qui ont été éliminés, là, qui va faire en sorte là, que c'est assez niché, là, c'est pas des gros éléments, mais qui vont faire en sorte que certains ménages pourraient perdre certains avantages fiscaux. Mais disons, on n'a pas eu d'augmentation d'impôts, d'augmentation de taxes de vente, ni de réduction dans ce budget-là. Donc, c'est pas vraiment là-dessus là, qu'on a mis l'emphase cette année. Est-ce que les grosses vaches à lait comme la Société des alcools du Québec, Hydro-Québec, parce qu'on parle que les revenus d'Hydro-Québec risquent de baisser de 2,1 milliards à 1,9 milliard, est-ce que tout ça aussi peut affecter, parce que s'il y a moins de revenus, il y a moins de taxes, il rentre moins d'argent dans le gouvernement. On sait que le gouvernement a pigé dans les coffres d'Hydro-Québec, il y avait toujours un beau chèque à la fin de l'année. Est-ce que ça aussi, ça peut affecter le déficit ou les revenus du gouvernement? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair. Tantôt, on parlait des droits de douane. C'est l'énergie là, est pas exclue là, des mesures tarifaires du gouvernement américain. Donc, c'est potentiellement que notre énergie pourrait être aussi taxée là, à l'exportation, là. Donc, ça, mais c'est sûr que le gouvernement du Québec, les revenus de Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la SAC, les sociétés des alcools, donc c'est tous des revenus qui génèrent quelques milliards de dollars qui peuvent faire la différence, là, justement. Si on a un milliard de moins d'Hydro-Québec, ça peut effectivement là, faire un trou dans notre budget, là. Tandis que je vous ai avec nous ce matin, parce qu'on est en pleine campagne électorale fédérale, est-ce que c'est censé que les deux chefs, dont un parle de baisser les impôts d'1% et l'autre de 2,25, est-ce que, quand on regarde ce qui se passe au Québec, parce qu'on paye aussi de l'impôt au fédéral, est-ce que c'est approprié que les deux chefs parlent de réduction d'impôts dans cette situation-là? Est-ce que pour nous, là, on peut comprendre la situation ou c'est difficile à comprendre de dire, ben voyons donc, on fait des déficits à tour de bras puis on va baisser les impôts? Ben, c'est ça. Ben, d'un côté, ça peut être une bonne nouvelle, disons, du côté là, de vouloir stimuler l'économie, stimuler les dépenses des ménages dans l'économie canadienne, québécoise. De l'autre côté, on est en situation de déficit important au gouvernement fédéral et si on coupe les revenus, effectivement, le déficit risque de se creuser, mais les deux principaux, là, on s'entend qu'on devrait avoir un gouvernement soit conservateur, soit libéral qui va être élu dans les prochaines semaines. Mais les deux ont promis de ramener l'équilibre budgétaire assez rapidement. Ce qui fait en sorte que, en promettant des baisses d'impôts, le défi va être encore plus grand pour le prochain ministre des Finances du Canada d'avoir un équilibre budgétaire d'ici quelques années. Si je ne me trompe pas, Carney a annoncé sur un équilibre budgétaire sur 3 ans. Donc, c'est sûr que ça va être un défi très, très important en termes de coupes budgétaires dans toutes sortes de secteurs, surtout dans le contexte où on le sait là, on devra probablement augmenter de façon importante nos dépenses militaires. Donc, il y a des choix là, probablement qui vont être faits, qui vont être très déchirants. Puis c'est pour ça que tantôt, je parlais des transferts fédéraux
aux provinces. Donc, à quel point là, il n'y aura pas une partie de cet équilibre-là qui sera faite en baissant les transferts aux provinces. En terminant, M. Brosseau, je ne peux pas passer à côté de la question. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous voyez la prochaine année au Québec comment? Est-ce que vous êtes positif, réaliste, peu heureux un peu par rapport à ce qui se passe? Comment vous vous sentez ce matin comme économiste? Ben, je dirais que le sentiment général que j'ai depuis quelques semaines, ça sera pas l'année, je pense, une année record en termes de croissance économique. Là, je pense que c'est une année qui va être somme toute si croissance il y a, ça va être une croissance relativement légère. Est-ce que vous voyez une récession? Disons, je regarde un petit peu les prévisions économiques. On parle pas nécessairement de récession en tant que telle, mais de croissance très faible. Chez Desjardins, hier, il parlait d'une récession pour le deuxième trimestre. Oui, c'est ça. Récession, une petite récession, en tout cas, c'est sûr plus de la stagnation économique. Mais je dirais que tant qu'on va nager dans l'incertitude de l'administration Trump, tant qu'on n'aura pas une vision claire de qu'est-ce qui va se passer, les entreprises, là, en ce moment, là, ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, puis on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on investit? Est-ce que je vais être capable encore d'exporter aux États-Unis? Sinon, est-ce que je vais être capable d'exporter ailleurs au Canada, en Europe, etc.? Donc, il y a toutes sortes de décisions en ce moment que les entreprises peuvent pas prendre parce qu'il y a trop d'incertitudes. Puis ça, c'est probablement le pire ennemi des entreprises, c'est l'incertitude devant eux. Donc, ça permet, on ne peut pas prendre de décision dans ce temps-là. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça éclaire nos lanternes un peu, mais je ne vous cache pas qu'on est un peu inquiet par rapport à tout ce qui se passe actuellement, tant aux États-Unis, élections fédérales, budget déficitaire au Québec. Ça frappe de partout, là. Alors, je dirais que c'est difficile d'être positif ou d'être optimiste aujourd'hui. M. Brosseau, Jean-Philippe Brosseau, économiste et associé conseil en performance financière chez Raymond Chabot Grant Thornton. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Voilà. Je pense que vous pouvez vous faire une idée sur ce qui nous attend au cours des prochains mois. On s'arrête.